Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine RTVA Maponami, un magazine télévisé qui vous permet, n'est-ce pas, de découvrir les différents challengers, que ce soit au niveau présidentiel, au niveau national, législatif national ou provincial, et qu'au niveau municipal. Cette émission bien élaborée pour vous permettre de connaître les différents candidats, comme je viens de le dire, dans le cadre de ces nouveaux numéros. Nous avons invité pour vous un grand homme politique qui n'est pas à présenter. Nous avons réussi sur ce plateau, M. Alexis Mutandangoyi Mwana. Il est secrétaire général honoraire de l'IDPS, comme vous le connaissez, député honoraire, promoteur d'un grand journal, l'un des plus grands qu'a connu notre pays, la République démocratique du Congo, la tempête des tropiques. Il est aussi propriétaire d'une grande chaîne de télévision, la CN TV, et d'autres casquettes. Si on se met à toutes les décliner ici, on n'aura pas le temps de continuer ou de faire cette émission. Bonjour, monsieur Alexis Mutanda. Bonjour, cher ami. Vous êtes candidat député national pour cette législature qui s'annonce dans la circonscription électorale de Lukunga, au numéro 981. Pourquoi la Lukunga pendant qu'on a plusieurs circonscriptions électorales? Oui, mais pourquoi la Lukunga? Parce qu'il fallait se présenter quelque part. Lukunga, je suis résident dans la commune de Ngaliema depuis plusieurs années. Et alors, il va de soi que, naturellement, lorsqu'on pose sa candidature à la députation, eh bien, que ce soit, disons, dans la commune de sa résidence. Et moi, j'habite bien à Pigeon depuis plusieurs années, donc il va de soi que je sois enregistré en Ngaliema, et Ngaliema est justement une des communes, disons, de la circonscription électorale de Lukunga. Donc, c'est tout à fait naturel. Président, en 2011, le peuple congolais vous a fait confiance. Vous avez été élu député national. Vous n'avez pas siégé pour des questions, pour des raisons que tous les Congolais connaissent. Cette fois-ci, vous êtes de retour. Comment ça va se passer? Vous n'aviez pas siégé autrefois pendant que la population vous a fait confiance. Cette fois-ci, vous allez siéger si vous êtes élu. Il faut savoir que on s'est présenté, si vous voulez, en tant que membre d'un parti politique. En 2011 comme en 2023, eh ben, je me suis présenté à cette élection, disons, à la députation nationale, dans le cadre, si vous voulez, de mon parti politique qui est l'UDPS Bar Tshisekedi. Oui. Alors, il va de soi que lorsqu'on est membre d'un parti politique, il y a quand même, disons, un minimum de discipline qu'il faut appliquer lorsque on est dans une situation, dans une autre. En 2011 spécialement, je crois que tout le monde se rappelle que j'étais à cette époque-là président de la commission de la CEP, c'est-à-dire la commission électorale du parti. Oui. Et donc c'est moi, si vous voulez, qui était responsable de l'organisation de ces élections, du moins en ce qui concerne le parti. Tout le monde se rappelle également que le président Étienne Tshisekedi était candidat à la présidentielle. Et nous avions donc suivi de très près, si vous voulez, toutes les étapes de l'organisation de ces élections. Alors, il nous arrive qu'à cette époque-là,
Nous avons même gardé, si vous voulez, tous les rapports qu'on a fait à l'époque. Et nous avons suivi donc cette élection de très près. Il se révèle qu'en 2011, c'est le président Tshisekedi qui, toute blague mise à part, était en fait celui qui avait le plus de votes. Il se fait qu'avec les manœuvres qu'on connaît dans notre pays, spécialement à cette époque, la CENI, puis disons le PPRD, tout ça, donc ils s'étaient organisés pour donner plutôt la victoire à Kabila. Ce qui fait que à l'UDPS, évidemment, on n'était pas d'accord avec ces résultats. Et je vous rappelle même qu'on avait fait tellement des efforts qu'on avait sorti à cette époque-là 42 députés nationaux de l'UDPS, ce qui était déjà, disons, quelque chose de grand parce que tout le monde connaît évidemment la situation dans laquelle ces élections se passaient, avec Kabila qui était à l'organisation, avec sa CENI. Donc ce qui fait que le président Tshisekedi, qui était convaincu évidemment de sa victoire, et d'ailleurs, tout comme nous tous, avait décrété que ces députés qui étaient sortis aussi de ces élections devaient tout simplement, si vous voulez, ne pas participer aux activités, spécialement à l'Assemblée nationale. Avait refusé, mais vous avez respecté les mots. Alors, il se fait justement, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que sur les 42 députés qui étaient de l'UDPS à cette époque-là, eh ben, il n'y en a que 3 qui avaient réellement suivi, si vous voulez, disons, les instructions du président du parti. Dont le président actuel. Dont le président actuel, moi-même, et puis quelqu'un d'autre. Donc, ce qui veut dire qu'on n'était qu'à 3 qui avaient réellement respecté cette instruction. Raison pour laquelle, évidemment, comme pour répondre à votre question, on n'avait pas participé aux activités à l'Assemblée nationale à cette époque-là. Merci beaucoup, c'est bien clair. Puisque vous parlez de l'UDPS, comment va l'UDPS? Bon, l'UDPS, comme toutes les organisations humaines, elle a de hauts débats. Vous savez, dans l'histoire humaine, il n'y a de la perfection nulle part. On a commencé l'UDPS avec, disons, quelques fondateurs. Et puis ensuite, il y a eu des cofondateurs qui se sont ajoutés, c'est-à-dire ceux qui étaient venus à l'époque, si vous voulez, de la grande lutte. Eh bien, le parti a évolué sous si vous voulez, le régime des fondateurs du parti. Il a évolué et puis vers les années 90, eh bien, on avait même un directoire qui dirigeait le parti avec le multipartisme que Mobutu venait de décréter. Alors à cette époque-là, on avait une organisation donc à la tête du parti. On avait un collège de présidents, donc il y avait pratiquement 4 présidents qui dirigeaient le parti. Oui. Chacun représentant bien sûr une sous-région du pays. Il y avait le collège des fondateurs, ensuite il y avait le comité national, le secrétariat national, plus toutes les fédérations de l'intérieur et de l'extérieur. Donc ce qui veut dire qu'à un moment donné, évidemment, avec les défections, avec l'histoire et tout cela, eh ben, les choses se sont façonnées, évidemment. Est-ce que l'absence de votre leader s'est fait sentir dans donc c'est ça que je voulais dire. Donc à un moment donné, tous ces gens avaient disparu et puis finalement c'est le président Tshisekedi qui était resté seul au gouvernail et c'est lui qui était président du parti effectif. Et puis c'était en 2010, on a fait notre premier congrès et c'est là où il a été consacré président du parti et candidat au présidentiel de 2011. Et puis les choses ont évolué évidemment sous sa direction pendant un certain nombre d'années.
jusqu'au moment où, disons, Dieu l'a appelé à lui. Et puis les choses ont évolué jusqu'au moment où on a organisé un deuxième congrès qui a porté Félix Tshilombo à la présidence du parti. Et puis ensuite, lui aussi, en 2018, il est devenu président de la République. Donc il y a d'autres personnes, si vous voulez, qui ont pris la direction. Donc vous voyez qu'avec cette évolution dans le temps, les personnes ne sont plus les mêmes. Ils ne sont pas, si vous voulez, parce que chacun, évidemment, a toujours son tempérament, ses capacités, et tout cela. Donc, comme toute œuvre humaine, le parti a été ballotté un peu à gauche, à droite, etc. Mais je crois que la ligne de conduite principale est restée la même, c'est-à-dire que nous sommes toujours attachés à cette union pour l'ensemble de tous les Congolais au sein d'une même famille. Et cette même famille, ensemble de millions de Congolais, sont sur la ligne, si vous voulez, de la démocratie. Et c'est cette démocratie, une fois qu'elle est bien installée au pays, qui va nous amener, si vous voulez, dans un état de droit tout à fait authentique, et dans cet état de droit que nous espérons imposer, si vous voulez, le progrès social et le bien-être social de la population, ce qui est la finalité, en fin de compte, de la lutte de l'UDPS. Honorable, FCC cash en 2018, ça n'a pas tenu. Le président lui-même l'a dit, jusqu'à ce qu'il a rompu cet accord. Et voilà, ça l'a empêché de bien exercer son mandat pendant les 5 années, comme le peuple le lui avait donné. Et maintenant, l'UDPS sera à mesure de donner la majorité confortable au président de la République pour qu'il puisse enfin gouverner correctement si jamais il est réélu aux élections 2023. Eh bien, je peux vous assurer qu'en ce qui nous concerne, étant donné que il y a d'abord cette plateforme qu'on vient de décrire ici, c'est-à-dire l'UDPS, qui est le parti du peuple, qui est le parti de la victoire, et le parti de la majorité, n'est-ce pas, comme on le dit. Et puis ensuite, donc, toute son histoire, donc l'histoire que je viens plus ou moins de décrire tout à l'heure, une histoire qui est parsemée, si vous voulez, de lutte pour la démocratie, de lutte pour imposer, évidemment, ça. Alors, on avance dans la chose, et on retrouve évidemment ce que vous dites là, puisque rappelez-moi un peu la question, c'est le FCC cash. Voilà. Ça n'a pas tenu. Donc on arrive en 2018, on a le président Fachi, n'est-ce pas, qui arrive à la présidence de la République. Mais tout le monde sait très bien que lorsqu'il prenait les rênes du pays, eh bien, la majorité politique, si vous voulez, à l'Assemblée nationale, au Sénat et même dans les assemblées provinciales, la majorité était les gens de paix perdus. Donc il fallait d'abord, si vous voulez, travailler dur pour convertir, si vous voulez, toute cette masse politique, n'est-ce pas, dans une certaine union sacrée, si vous voulez, pour pouvoir évidemment canaliser les énergies vers le programme que lui-même avait tracé. Et c'est ça qu'il a réussi à faire. Avant évidemment d'entamer beaucoup d'autres problèmes. Mais toujours est-il que sur le plan politique, il se trouvait évidemment devant certaines réalités qu'il fallait complètement changer. Et c'est comme ça qu'il s'est dirigé vers cette union sacrée, c'est-à-dire pratiquement les mêmes personnes, mais se convertir sous une autre forme, avec une autre coloration, ce qui lui a permis, si vous voulez, de réaliser quand même une grande partie de son programme d'action, sans compter bien sûr toute cette situation à l'est du pays qui créait une insécurité
pratiquement dans le pays qui ne pouvait pas permettre, disons, à un homme politique, si vous voulez, d'avancer vers les objectifs qu'il s'est fixés. D'après vous, est-ce le président de la République a réussi son mandat? Vous pouvez lui donner combien sur 10? Mais réussir son mandat, vous savez, pour réussir son mandat, il faut voir également, si vous voulez, la situation dans laquelle on s'est trouvé à l'origine. Je vous ai dit qu'à l'origine, pendant quelques mois, pendant même quelques années, il fallait d'abord, si vous voulez, réformer cette classe politique sous cette nouvelle forme appelez-le comme vous voulez, mais enfin, on l'a appelé l'union sacrée. Donc c'était en fin de compte pour que à l'Assemblée nationale, au Sénat et même dans les institutions provinciales, on puisse avoir quand même, si vous voulez, une certaine unité d'action de manière à permettre au président de réaliser son programme. Et ça, je peux vous assurer qu'il a réussi pratiquement à 100%. À 100%. À 100%. La guerre continue à l'Est. Alors, maintenant, il fallait compter avec d'autres forces négatives qui étaient, qui évoluaient à côté de tout cela. C'est-à-dire cette situation explosive à l'Est du pays, avec plus de 200 groupes armés, avec cette tendance, disons, de nos voisins, n'est-ce pas, pour qui s'efforçait par tous les moyens d'arriver à ce que nous appelons la balkanisation du pays. Donc ce sont des problèmes de très grande envergure. On ne pouvait pas minoriser ou on ne pouvait pas les minimiser. Et il fallait donc tenir compte. Et donc il fallait passer également par une certaine réforme de l'armée nationale qui pouvait faire face, si vous voulez, à cette situation sécuritaire, sans compter bien sûr tous les problèmes sociaux que l'ancien régime avait laissés, disons, sur la table. Donc ça veut dire que le programme tel qu'il a été réalisé par le président pendant cette période, je peux dire que c'est vraiment un coup de maître, parce qu'il fallait non seulement tenir compte de toutes les forces négatives qu'on avait trouvées sur place, mais il fallait percer toutes ces forces pour arriver quand même à réaliser, disons, une partie du programme qui était tracé. C'est ainsi qu'on voit certaines réalisations, par exemple, lorsqu'on voit le programme de gratuité scolaire, etc. Et puis, si vous regardez certaines réalisations, disons, dans le programme des 145 territoires, eh ben, je peux vous assurer que réaliser tout cela dans un ensemble de problèmes, d'un ensemble, si vous voulez, de réalités négatives qu'on avait trouvées, eh ben, je peux vous assurer que c'est un coup de maître pour ce qui est disons, de certaines réalisations. Parce que je suis sûr et certain que si on avait trouvé la plateforme propre, disons, déjà démocratique et tout cela, eh ben, on pouvait peut-être faire 10 fois plus que ce qu'on a fait, ce qu'on a pu réaliser. Donc, à mon avis, c'est tout à fait positif. Toute petite question avant de parler spécialement de votre campagne, puisque l'émission est par rapport à la campagne, ça c'était juste pour entrer dans les vides. Dites-nous, l'IDPS, parmi tous les candidats qui défilent, candidat président de la République, lequel vous fait peur? Quel est le challenger au niveau de l'opposition qui vous fait réfléchir? Bon, vous savez, les candidats à la présidentielle, ils sont nombreux, ils sont plus d'une vingtaine de personnes. Il y en a évidemment qui sont plus célèbres que les autres, tout simplement parce que ils ont joué quand même un certain rôle politique pendant plusieurs années. Alors, celui qui me fait peur le plus, je ne sais pas s'il y en a, parce que lorsqu'on passe chacun d'eux, n'est-ce pas, au tamis, hein, lorsqu'on on tamise sérieusement et calmement, disons, le passé politique de chacun d'entre eux, je peux vous assurer qu'il n'y en a absolument aucun qui me fait réellement peur ou qui... Félix Tshisekedi peut les battre?
mais haut la main, à mon avis, parce qu'en fin de compte, vous savez, prenez le dossier de chacun d'entre eux, analysez-le de très près, vous verrez qu'il y a beaucoup de carences. Alors, je ne veux pas entrer dans les détails parce que ce sont des problèmes assez délicats. Mais en fin de compte, ce sont quand même, après tout, des problèmes politiques, publics, tout le monde en parle, etc. Mais personnellement, je peux vous assurer que, disons, si tous ces dossiers sont sur la table, allez regarder de très près, et puis je peux vous assurer que personnellement, il n'y en a absolument aucun qui peut réellement me faire peur, quoi, personnellement. Nous attendons voir. Au niveau de la Lukunga, vous pensez vous effrayer une place parmi les 14 sièges qui sont prévus là-bas. Comment vous vous y prenez pendant cette période de campagne électorale? Eh bien, on s'y prend de la manière la plus démocratique possible, parce que, vous savez, dans une démocratie, c'est le peuple qui est, en fin de compte, si vous voulez, le roi du terrain. Alors, tout le monde, évidemment, essaye de plaire à ce peuple, à cette masse d'électeurs. En donnant un peu de riz, un peu d'argent? Eh bien, ceux qui donnent du riz, ceux qui donnent de l'argent savent ce qu'ils font. Mais je vous dis qu'il n'y a pas une seule chose aussi vicieuse et aussi malveillante que de profiter, n'est-ce pas, de la période électorale pour aller profiter, n'est-ce pas, de la misère de la population, parce que cette misère a été créée de toutes pièces, justement pour jouer ce jeu qui est en train de se jouer actuellement, parce que vous pouvez vous imaginer qu'il y a des personnes qui arrivent avec des camions de lipoute, comme on dit, de wax qui coûtent, alors ces petits wax coûtent 15 000 francs, il y en a qui coûtent peut-être 20 000, eh bien, si on ajoute peut-être encore 10 000 pour permettre à la personne, n'est-ce pas, de se mettre à l'aise, alors vous pouvez comprendre que, fin de fin, la personne reçoit un cadeau de 25 ou 30 000 francs. Et à l'heure actuelle, vous savez vous-même, c'est que les 30 000 francs valent en dollars. Alors, lorsque un Congolais digne de ce nom donne un mandat à une personne pendant un mandat de 5 ans contre une somme d'une trentaine de milliers de francs, eh bien, je vous assure que c'est un crime de haute trahison. Parce qu'en ce moment-là, n'est-ce pas, vous permettez à cette personne d'aller utiliser le pouvoir pendant 5 ans, et cela sans avoir tenu compte ni de ce qu'il est, ni de ce qu'il fait, ni de ce qu'il a fait. Justement, honorable, mais comment ces peuples-là qui nous suivent, ces mamans-là, qui sont partout, monastères, un peu partout là, les mamans maraîchères, et tous ces jeunes, comment vont-ils faire pour qu'au-delà de cadeaux qu'on leur donne, qu'ils arrivent à choisir quelqu'un de compétent, quelqu'un qui sera en mesure de les représenter valablement? Eh bien, je peux vous dire que, comme tous les peuples du monde, le peuple congolais n'est pas moins intelligent ou il n'est pas plus stupide qu'un autre. Il y a tout simplement un principe qu'on applique qui dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Puisque on a été aux élections en 2006, on a été aux élections en 2011, on a été aux élections en 2018 et aujourd'hui, c'est pas pratiquement la 4e fois qu'on va aux élections. Qu'est-ce que les autorités du pays ont fait pour encadrer le peuple et lui faire comprendre l'importance? Parce que l'importance dans une démocratie, c'est la maturité du peuple, parce que c'est le peuple dans une démocratie qui est pratiquement celui qui attribue le pouvoir. Alors, lorsque ce peuple n'a pas été bien préparé, lorsqu'il n'a pas été bien faire dans des partis politiques, pourquoi les ça peut se faire dans des partis politiques, ça peut se faire au niveau du gouvernement, parce qu'en fin de compte, les partis politiques, ils sont ce qu'ils sont. Mais ce sont les autorités du pays qui devaient encadrer ce peuple, parce qu'ils savent que ce sont eux qui font finalement... Vous êtes au pouvoir, honorable, c'est à vous. Vous vous reprochez quelles autorités?
Eh bien, nous sommes au pouvoir, il est vrai. Mais n'oubliez pas, parce que ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas oublier. Est-ce que Mobutu a fait presque 30 ans au pouvoir? Il a été suivi par l'AFDL, continué par M. Kabila qui a fait 18 ans au pouvoir. 32 ans plus 18, ça fait presque 50 ans. Est-ce que pendant 50 ans, l'UDPS était au pouvoir pour encadrer la population? Et vous pouvez vous imaginer qu'un peuple qui a été plongé dans les antivaleurs pendant plus de 50 ans, vous pouvez venir, bien sûr, avec, disons, l'UDPS, enfin, disons, avec le président Tshisekedi qui est là depuis 5 ans, et vous imaginez qu'en 5 ans, vous pouvez transformer tout ce que les gens ont absorbé pendant 50 ans. Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce qu'il y a une possibilité? Vous savez que ces antivaleurs, une fois qu'ils ont été avalés, mais ça devient comme une deuxième nature. Et pour, si vous voulez extirper toutes ces antivaleurs, tout ce que les gens ont absorbé, eh bien, ça prend un certain temps. Et c'est pour cette raison, vous voyez, qu'aujourd'hui, nous vivons les conséquences justement de cet abandon, parce que ce peuple a été abandonné, il a été façonné, si vous voulez, à ces antivaleurs. Et c'est comme ça que ces antivaleurs, aujourd'hui, font surface. Et c'est comme ça que vous voyez les personnes, par exemple, donner sa voix à quelqu'un, tout simplement parce qu'on lui a donné une bouteille de bière, ou bien parce qu'on lui a joué de la musique toute la nuit. Eh bien, il estime que cet homme-là, et ainsi de suite. Donc, ces antivaleurs qu'on a absorbées, qu'on a vécues pendant plusieurs années, ça devient comme une deuxième nature. Donc il faut du temps, si vous voulez, pour extirper tout cela, et c'est le travail que l'UDPS devrait, si on gagne encore cette élection, on devrait mettre, si vous voulez, l'accent pour pouvoir encadrer ce peuple-là. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Lorsqu'on aura de bons chefs qui encadrent, disons, ce peuple, vous allez voir ce qu'il sera capable de faire peut-être en 2018 ou 2028 plutôt. S'il vous plaît, honorable, connaissez-vous le problème de Lukunga? Qu'est-ce que vous comptez amener de nouveau dans l'Assemblée nationale, particulièrement pour la Lukunga et en général pour le pays, puisque vous serez élu député national? Eh bien voilà, donc il y a deux aspects dans votre question. La première question, c'est que un député national, quel est son rôle et tout cela? Eh bien, vous savez, quand on est député national, eh bien, ça veut dire qu'on regarde les problèmes du pays au niveau national. C'est-à-dire on est concerné par les problèmes de tout le pays, c'est-à-dire de tous les territoires, toutes les provinces, etc. Et le problème de notre peuple de manière générale. Bien sûr, nous habitons un endroit où vous avez également les personnes qui vous ont fait confiance et qui vous ont donné leur voix pour devenir ce que vous êtes. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas négliger complètement les problèmes de la circonscription dans laquelle on vit. Eh bien, à Lukunga, eh bien, il y a des problèmes, disons pratiquement qui sont communs à tous les problèmes, si vous voulez, de la ville de Kinshasa. On a trouvé spécialement dans nos déplacements pour la campagne, etc. On a visité beaucoup de coins. Vous avez été presque partout. On a été presque partout. Vous savez, à Lukunga, il y a cette commune dont la plus grande, évidemment, c'est Mongafoule, qui est pratiquement un territoire, n'est-ce pas, plus grand que beaucoup de pays. Et bien, vous avez un Ngaliema qui est énorme également. Et bien, lorsque vous visitez, n'est-ce pas, les quartiers de cette commune, il y a beaucoup de problèmes. Il y a d'abord le problème d'habitation, le problème des rues, le problème d'accès, de voies d'accès, il y a le problème d'eau potable, il y a le problème d'électricité. Vous avez beaucoup de problèmes également de sécurité, si vous voulez, dans plusieurs quartiers, avec actuellement cette
ce retour à l'insécurité créée par le phénomène de Kulunda, etc. Et je reviens toujours, disons, à cette réalité également qui est la réalité de notre capitale, c'est-à-dire l'alcoolisme, le problème de drogue, etc. Eh bien, l'alcoolisme, ça vient surtout des boissons alcoolisées qui font actuellement, si vous voulez, un des commerces les plus prospères de la ville, avec des usines qui vous produisent à longueur de journée, n'est-ce pas, des boissons de plus de 45% d'alcool. Alors tout cela, vous savez, c'est... Et puis, quand vous ajoutez à cela des problèmes sociaux comme le chômage, comme le problème justement de ce manque d'activité, etc. Et puis, vous voyez même dans la ville le problème qui concerne les déplacements d'un point à l'autre, avec les embouteillages qui n'en finissent pas, avec les désordres qui se trouvent dans les rues. Comme la commune de Montrafou dont vous avez fait mention. Je peux vous assurer que si vous êtes dans de communication, si vous êtes du côté de Binseke et vous décidez de venir au centre-ville, eh bien, vous aurez beaucoup de chances si vous atteignez le centre-ville après 3 ou 4 heures. Si vous faites 4 heures, c'est déjà trop bien, etc. Donc, comment vous allez faire? Regardez cette caméra, dites aux habitants de Lukunga qui vous suivent en ce moment. Qu'est-ce que vous comptez faire une fois que vous êtes élu? Ils sont là, prêts à vous élire. Eh bien, tous ces problèmes, évidemment, il y a des personnes qui sont payées pour résoudre ces problèmes. Vous savez que dans l'organisation de l'État congolais, vous avez l'exécutif, vous avez le législatif, vous avez le judiciaire. Et au niveau de l'exécutif, vous avez également un échelon, vous avez la présidence de la République, vous avez le gouvernement central et vous avez le gouvernement provincial. Nous avons dans la ville, évidemment, un gouvernement provincial qui est supposé, disons, s'occuper de certains problèmes de son ressort. Et alors, lorsqu'ils sont dépassés par les événements, ils le remontent au niveau central. Alors, ce sont tous si vous voulez, toutes ces autorités qui doivent se pencher, chacune, n'est-ce pas, à son niveau. Ils ne le font pas, honorable. Alors, s'ils ne le font pas, eh bien, c'est le peuple qui doit prendre ses responsabilités. Parce que je me rappelle qu'à l'UDPS, et c'est ça d'ailleurs ce qui a fait la force de ce parti, c'est que depuis les origines de l'Union pour la démocratie et le progrès social, que ce soit du temps de Mobutu, que ce soit du temps de Kabila, eh bien, l'UDPS avait des moyens de pression. Non seulement on faisait des pressions populaires, on descendait dans la rue, on faisait, disons, de la réaction positive, de telle manière à démontrer à ceux qui ont le pouvoir qu'ils ont. Vous vous rappellerez par exemple, lorsque M. Mobutu était là et qu'il avait ouvert les portes de la conférence nationale souveraine, et puis quelques jours après, il donnait l'ordre de fermer, disons, eh bien, c'est tout le peuple qui était descendu dans la rue, hein, les catholiques d'abord, et puis avec toutes les églises, etc. Et puis, eh bien, je peux vous assurer que Mobutu avait eu tellement de pression que quelques jours après, il avait autorisé la conférence nationale à... Vous parlez du soulèvement. Le peuple doit se soulever au cas où... Et bien, descendre dans la rue, ce n'est pas un soulèvement. C'est tout simplement une démonstration, disons, parce que le peuple, il exprime ses souhaits, et lorsqu'il voit que ses souhaits ne sont pas... En ce moment-là, il utilise la manière forte, c'est-à-dire aller dans la rue. Quand je parle d'aller dans la rue, ce n'est pas casser les maisons ou casser les... Disons, de demander aux autorités de réagir et d'accomplir, si vous voulez, sa volonté. Parce qu'en fin de compte, on est dans un pays démocratique, on veut la démocratie.
C'est-à-dire que c'est le peuple finalement, si vous voulez, qui donne le pouvoir. Alors, lorsque le peuple donne le pouvoir, il attend des résultats, n'est-ce pas, de sa volonté. Et lorsque sa volonté n'est pas respectée, il réagit d'une manière ou d'une autre. Lorsque ceux qui sont au règne du pouvoir ne prennent pas au sérieux, si vous voulez, ces demandes, eh bien, il peut descendre dans la rue pour pouvoir exprimer davantage. Et je crois que tous les pays du monde utilisent la même technique. On a vu en France à un moment donné, puisque le pain avait augmenté de quelques centimes dans ce pays, on a vu des millions de Français dans la rue pour protester, si vous voulez, contre cette augmentation. Eh bien, je peux vous assurer que quelques jours après, c'est le gouvernement en conseil des ministres qui a dû prendre des mesures qui s'imposaient pour résoudre le problème. Donc aller dans la rue n'est pas nécessairement faire de la sauvagerie. Au contraire, c'est tout simplement un moyen d'exprimer ses besoins en faisant comprendre à ceux qui ont l'autorité, le pouvoir de réaliser sa volonté. Merci beaucoup, honorable. Je vais poser une toute petite question, ça sera la toute dernière, et vous allez profiter pour nous donner aussi, dire votre dernier mot par rapport à cette émission. Pourquoi les habitants de Lukunga doivent-ils voter Monsieur Mutandango Yimwana Alexis, candidat numéro 981 à la députation nationale dans la circonscription de Lukunga, bien évidemment? Eh bien, il y a plusieurs raisons, mais on peut résumer, si vous voulez, parce que c'est l'aboutissement de notre lutte. À l'UDPS, comme le mot le dit, c'est l'union pour la démocratie et le progrès social. Dès le départ, les fondateurs de ce parti avaient très bien compris et ils avaient résumé le programme complet, disons, donc la vision complète de ce parti, tout simplement dans ces trois mots-là. L'union pour la démocratie et le progrès social. Eh bien, l'union a été déjà accomplie parce que dès le départ, le parti s'est implanté pratiquement partout. Dans toutes nos provinces de la République, l'UDPS est présente. Et si vous allez même à l'extérieur du pays, moi-même j'ai été secrétaire national aux relations extérieures. C'est-à-dire qu'à l'extérieur du pays, l'UDPS s'est implanté presque de la même manière qu'il l'a fait à l'intérieur. Que ce soit en Afrique du Sud, en Belgique, en France, aux États-Unis, au Canada, vous trouvez les représentations et les fédérations de l'UDPS. Et c'est le seul parti au monde qui a cette structure, même à l'extérieur du pays. Alors ça c'est l'union, c'est-à-dire on est parvenu, si vous voulez, à unifier tout notre peuple au sein de l'UDPS. Ensuite, vous avez l'union pour la démocratie. Alors, c'est pour vous dire qu'on a voulu tout simplement rassembler tout le peuple congolais pour disons qu'on arrive à démocratiser le pays. Et la démocratie également, c'est une grande victoire parce que on s'est opposé à la dictature de Mobutu, à la dictature de Kabila. Et vous voyez même les résultats, c'est qu'en 2006, on a réalisé des élections, en 2011, en 2018 et maintenant en 2023. Donc ça veut dire qu'on commence à aller réellement, si vous voulez, vers la véritable démocratisation du pays. Il reste la troisième étape, qui est l'étape de la terre promise, si vous voulez, qui est le bien-être social de la population. Et le bien-être social de la population, encore à venir. Le bien-être social de la population, eh bien, c'est comme une terre promise. Vous vous rappellerez que le peuple d'Israël qui a fait 40 ans dans le désert, eh bien, quand ils sont arrivés dans la terre promise, eh bien, ils n'étaient pas... ils ont dû travailler dur, si vous voulez, pour arriver à réaliser exactement. Et c'est ça que
nous pensons que 40, parce que nous sommes effectivement dans la 41e année de l'existence de l'UDPS. Depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui, eh bien, ça fait 41 ans. Donc, pour nous, évidemment, c'est comme si c'était une période de réalisation ou d'aboutissement, si vous voulez, de cette longue lutte, c'est-à-dire arriver à donner à notre peuple réellement le fruit, n'est-ce pas, de richesse de ce pays. Parce que le pays est immensément riche. Il faut que notre peuple puisse profiter, si vous voulez, de cette richesse pour voler vers le bien-être social de manière permanente et faire même de ce pays une grande puissance dans le monde. Comme dernier mot, dites presque la même chose, un peu de mots, mais en lingala. Je souhaiterais que vous puissiez les dire en lingala pour que tout le monde puisse comprendre, saisir le message. Pour Nanini Bana ya Lukunga et Sengeli Baponayo, mercredi ou le 20 décembre, Mboka na biso ezali un des peuples, un des pays oyo ezali na biloko nyonso. Totali mboka na biso ndenge ezali, mais c'est un paradis. Parce que nous avons pratiquement eloko nyonso to nzambe oyo apesi biso mboka oyo apesi, on dirait yaza kolinga biso makasi. Parce que na se ya mebele na biso ba uranium ezali, ba cuivre ezali, ba cobalt ezali, ba coltan ezali, ba gaz, ba mine, ba pétrole ezali, donc ata eloko moko tozangi ezali te. Donc c'est un des pays les plus riches. Mais pour nani peuple na biso azali pauvre. Pour nani peuple na biso ezako souffrir. Pourquoi est-ce que na est du pays, hein, depuis 20 ans, plus de 12 millions de morts, qui n'est pas normal. Alors, UDPS qui est un parti de lutte, pour faire quoi? Eh bien, avec notre labeur, nous devons faire un pays plus beau qu'avant. Pays plus beau qu'avant, Ezakoloba, Bissognos Bana Congo. Tozala, Totelem. Totala, Oyenzambe a Pesibiso, Tosala Mosala pour construire un pays plus beau qu'avant. Il faut que le pays wana, leur génération, Tozali Nangosiko Ekokende, Bawoy Bakoyana Sima, Basala pe Mosala Mingi, pour Mbokanabiso, Ezala, une grande puissance dans le monde. Alors, Bangura Nabiso Bakozala, mais si le peuple congolais est uni, si le peuple congolais travaille dans la confiance, eh bien, il n'y a pas une seule force qui peut dépasser ce peuple qui est un des peuples les plus braves que nous connaissons. Votre numéro? C'est numéro, c'est 981, notre numéro. Alors, ndenge na expliqué na bato mingi 981 soko otali baoyi balingaka football bayebi composition ya équipe de football, surtout équipe oyo équipe professionnelle, mais numéro 1 ezalaka normalement gardien oyo azali na poto oyo azali na poto parce que ye ali mosala na ye ezali ata woya na ndenge nini ekokota te. Alors numéro 8 ezali pour na distributeur ezali na kati ya terrain mosala na ye ezali essayer de maîtriser la balle ezala kaka na équipe na biso comme ça disons to sali makasi toye kopesa balle na numéro 9. Numéro 9, Montazali Kuna a marqué but. Donc, vous voyez que non seulement nous gardons nos filets pour que rien ne puisse percer nos filets, alors si nous ajoutons à cela que le président Nabiso Fatih Béton, béton, c'est-à-dire le Yamakas, ce que gardien Nabiso na mur ya béton, wana bale ata basali yango basali ekota ekozala te bale ekozala kaka na kati ya terrain wana soko tosali makasi na bato nyonso na peuple congolais mobimba
allez baoyo bazakona na numéro 9 ben mosala na bango ezali marqué. Donc nous serons toujours un pays victorieux parce que nous avons des gardiens, nous avons des distributeurs et nous avons des personnes qui peuvent faire autant de buts que nous voulons. En tout cas, Monique numéro 981, ezali non seulement numéro na biso, mais ezali pe numéro ya ba électeur nyonso ya biso na ba peuple congolais nyonso ya biso. Monsieur Alexis Mutanda, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup à vous aussi pour votre attention. Je vous rappelle que dans le cadre de ce nouveau numéro de RTVA Maponami, nous venions de recevoir pour vous M. Alexis Mutanda, candidat député national à la circonscription électorale de la Lukuma au numéro 981. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Je remercie l'équipe technique qui nous a accompagnés durant toute cette émission. Au revoir et à la prochaine.